On va s'attaquer à un outil absolument essentiel si on veut travailler avec des données en Python, la bibliothèque Panda. Bonjour et bienvenue à tous. Alors, c'est une question assez folle, non? C'est typiquement le genre de pépite d'informations surprenantes qui se cache au fond des données brutes. Mais la vraie question, c'est comment fait-on pour passer d'un simple tableau rempli de noms et de chiffres à une conclusion aussi nette? Eh bien, la réponse, c'est justement Panda. C'est vraiment la bibliothèque incontournable en Python pour tout ce qui est manipulation et analyse de données. Elle a été pensée pour ça, pour nous permettre d'explorer des jeux de données, de les nettoyer et surtout d'en extraire des histoires. Des histoires comme celle des passagers du Titanic. Allez, on plonge. Pour vraiment saisir la puissance de Panda, il faut commencer par la base, par ces deux concepts fondamentaux, les data frames et les séries. C'est simple, tout ce qu'on va faire ensuite repose là-dessus. Alors, regardons ça de plus près. En gros, Panda fonctionne avec deux types de structures. D'un côté, on a ce qu'on appelle la série. Le plus simple, c'est de l'imaginer comme une seule colonne de données, une sorte de liste. C'est donc en une seule dimension. Et de l'autre côté, on a le fameux data frame. Là, on parle d'un tableau complet, à deux dimensions, avec des lignes et des colonnes. Pensez vraiment à une feuille de calcul. C'est ça la distinction de base. D'ailleurs, l'analogie avec Excel est parfaite. Le data frame, c'est vraiment comme notre feuille de calcul entière. Et maintenant, si on prend juste une seule colonne de cette feuille, disons par exemple la colonne « âge », eh bien ça, c'est une série. C'est tout bête, mais c'est ce principe qui rend Panda si puissant. Et là, attention, c'est un point super important. Ces colonnes, donc ces séries, elles ne sont pas juste posées les unes à côté des autres. Non, elles sont toutes alignées grâce à ce qu'on appelle un index. En gros, chaque ligne a son propre numéro, son identifiant unique. Et c'est cet index qui fait que, pour un passager donné, son âge, son sexe et sa classe sociale restent toujours bien ensemble, sur la même ligne. Alors, on peut se demander, mais comment ça se fait que ce soit si efficace? Eh bien, Panda n'est pas sorti de nulle part. En fait, il est construit sur une autre bibliothèque très connue qui s'appelle NumPy. NumPy, c'est le roi du calcul numérique en Python. C'est grâce à cette base que Panda est aussi rapide et capable de jongler avec des tonnes de données sans broncher. Bon, à la théorie, passons à la pratique. Maintenant qu'on a vu les bases, on va voir comment charger nos fameuses données du Titanic et jeter un premier coup d'œil à ce qu'il y a dedans. En général, un projet avec Panda commence presque toujours par ces deux lignes de code. D'abord, on importe la bibliothèque. Import Panda à PD. Le PD, c'est juste un raccourci, une convention. Ensuite, on utilise une fonction comme read-excel pour charger notre fichier. Et le résultat, on le stocke dans une variable qu'on appelle df pour dataframe. Et voilà, notre dataframe est prêt. Ok, les données sont chargées. Le premier réflexe, c'est de se demander, c'est grand comment ce truc? Pour ça, rien de plus simple, df.shape. Et là, Panda nous répond directement. On a affaire à un tableau de 1039 lignes, donc 1039 passagers, et 14 colonnes d'informations. Ça nous donne tout de suite une idée de l'échelle. Maintenant, pour être sûr que le chargement s'est bien passé et voir à quoi ça ressemble, on utilise une autre commande super pratique, df.add. C'est vraiment un réflexe à avoir. Ça nous affiche juste les 5 premières lignes du tableau. Ça permet de vérifier en un clin d'œil que les noms des colonnes sont corrects et que les données ont l'air cohérentes. Et si on veut aller un peu plus loin, il y a une fonction presque magique, df.describe. En une seule ligne, elle nous sort un résumé statistique pour toutes les colonnes qui contiennent des chiffres. Et là, on découvre déjà des choses super intéressantes. Par exemple, l'âge moyen des passagers était de 29 ans. Et on voit aussi, grâce à la moyenne de la colonne, survived, que seulement 38 personnes à bord ont survécu. Bon, cette première exploration est pas mal, on a déjà quelques infos. Mais attention, avant de tirer des conclusions, il y a une étape absolument fondamentale, le nettoyage. Une analyse ne vaut que ce que valent les données sur lesquelles elle repose. Et c'est là qu'intervient le nettoyage, cette phase cruciale où on va mettre un peu d'ordre dans ce chaos. Il faut être clair, les données parfaitement propres, ça n'existe quasiment jamais dans la vraie vie. On a toujours des valeurs manquantes, des doublons, des erreurs de saisie.
Le nettoyage, ce n'est pas juste une corvée. C'est vraiment le travail de l'ombre qui va faire que nos résultats finaux seront fiables et pertinents. Une bonne première étape, c'est souvent de faire le tri. Est-ce qu'on a vraiment besoin du numéro de ticket de chaque passager ou de son nom pour répondre à notre question sur la survie? A priori, non. Donc on utilise la fonction df.drop. Pour tout simplement supprimer ces colonnes .et en inspectant les données, on tombe sur un problème très classique, la colonne « âge ». Pour plein de passagers, elle est vide. L'âge, c'est une info super importante pour notre analyse, donc on ne peut pas faire comme si de rien n'était. La question, c'est « qu'est-ce qu'on fait ?» Face à des données manquantes comme ça, il y a en général deux grandes approches. Et la première, c'est de remplacer les trous. On pourrait par exemple mettre l'âge moyen de tous les passagers dans les cases vides avec la fonction FILNA. C'est une possibilité, mais ça risque de biaiser un peu les résultats. L'autre solution, elle est plus directe. On supprime carrément toutes les lignes où l'âge n'est pas renseigné avec DropNA. Pour ce qu'on veut faire ici, la précision est la clé. On préfère donc avoir un peu moins de données, mais être certain que chaque ligne est complète et juste. On va donc choisir la deuxième option et supprimer les lignes incomplètes. Et voilà, le ménage est fait. On arrive maintenant au moment le plus intéressant, celui qu'on attend tous. C'est le moment où les données, bien propres, bien rangées, vont enfin pouvoir nous raconter leur histoire. Et c'est maintenant qu'on va pouvoir répondre à notre toute première question. Pour ça, on va utiliser une fonction qui est sans doute l'une des plus puissantes de Panda, GroupB. Ce qu'on lui demande de faire est assez simple au fond. On lui dit, regroupe-moi tous les passagers d'abord par sexe, et ensuite, à l'intérieur de chaque sexe, par classe sociale. Et une fois que ces petits groupes sont faits, on demande à Panda de calculer, pour chaque groupe, la moyenne de survie. Et là, le résultat est sans appel. Il saute aux yeux. Dans tous les groupes qu'on a créés, il y en a un qui se détache complètement, celui des femmes qui voyageaient en première classe. Leur taux de survie? 96%. C'est juste énorme. Et ce graphique illustre ce contraste de manière saisissante. D'un côté, les 96 survies pour les femmes de première classe. Et de l'autre, les hommes de troisième classe avec à peine 16 survivants. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Donc, si on récapitule, voilà la petite boîte à outils de base qu'on a utilisée. Lire un fichier. Inspecter avec Shape et Add. Résumer avec Describe. Nettoyer avec Drop et DropNA. Analyser avec GroupB. Rien qu'avec ces quelques fonctions, on a déjà de quoi commencer à explorer n'importe quel jeu de données. On vient de voir comment Panda nous a permis de faire parler les données du Titanic et de révéler une histoire assez poignante. Mais ce qui est vraiment fascinant, c'est que chaque jeu de données, que ce soit dans le sport, la finance ou la science, cache ses propres secrets, ses propres histoires. La question maintenant, c'est de savoir, quelle sera la prochaine à être découverte?